Bonjour à nouveau à toutes et à tous. Vous êtes aujourd'hui pas loin d'une centaine de participants à ce web séminaire. Il y a encore quelques participants qui sont en train d'arriver, en train de se connecter. J'espère que tout le monde m'entend bien. Web séminaire aujourd'hui consacré à l'achat responsable. Ce web séminaire est co-animé par donc Agisoft, Marco et le cabinet Meilleur Conseil, qui est un cabinet spécialiste en achat, et notamment en matière d'achat responsable. Deux intervenants aujourd'hui pour ce web séminaire. Votre humble serviteur, donc Frédéric Vallée, product owner Marco. Je vais allumer ma caméra, comme ça tout le monde me verra. Et puis je suis accompagné de Benjamin Chevalier, qui est directeur fondateur du cabinet Un Meilleur Conseil. Il va donc intervenir sur cette partie, cette grande partie, en tout cas ce matin, consacrée à l'achat responsable, aux achats responsables et comment mettre en place une politique d'achat responsable au sein de votre organisme. Avant de démarrer, laisser la parole à Benjamin qui va se présenter et ensuite enchaîner avec sa présentation. Je voulais juste m'assurer que tout le monde nous entendait correctement, parce que j'ai eu deux messages d'une personne qui ne nous entend pas très très bien, visiblement. Est-ce que c'est bon de votre côté pour le son? Son, image OK. Merci pour ce retour. Voilà, plusieurs retours. C'est impeccable. OK, bon, donc on va continuer ce web séminaire avec Benjamin. Avant de lui laisser la parole, juste revenir sur donc petit agenda rapidement. Benjamin va donc évoquer l'achat responsable et faire une présentation du comment acheter responsable au sein de votre organisme. Ça va être une grande partie de ce séminaire qui nous a mené jusqu'à midi. J'interviendrai ensuite rapidement pour faire un rappel sur l'extension Marco Développement Durable, un rappel sur les fonctionnalités d'ores et déjà disponibles dans l'application, celles qu'on sera amené à développer dans les prochains mois, puis on fera un peu de prospective, en parlant des évolutions futures du produit et puis en évoquant aussi le prochain web séminaire consacré à l'achat durable qui aura lieu au mois d'octobre. Donc voilà rapidement pour cet agenda. Benjamin, je vais te laisser la parole et aussi l'écran. Je te bascule en tant que présentateur. Je puisse intervenir et montrer ton support. Super. Eh bien, écoute, hop, tac. Normalement, il devrait apparaître, je vérifie que je ne vous dise pas de bêtises, à l'écran. Je joue un petit peu. C'est bon. Moi, je l'ai de mon côté. Est-ce que c'est bon aussi pour les participants qui sont connectés? Là aussi, je vous laisse mettre un petit message. On voit le support de Benjamin. A priori, ça a l'air bon. OK. Allez, super. Eh ben, écoutez, du coup, bonjour à tous. Ouais, je suis ravi de pouvoir parler aujourd'hui de comment acheter responsable. Je suis directeur du cabinet de conseil Améliore. C'est notre cœur de métier aujourd'hui de travailler soit sur l'accompagnement en tant qu'AMO, conseil ou auditeur sur ces thématiques. Ça fait maintenant depuis 2014 qu'on s'est spécialisé sur ce domaine et on est ravi de pouvoir, en partenariat avec Agisoft aujourd'hui, rentrer dans cette phase de… Alors, on va parler de choses très pragmatiques aussi, de choses un peu plus macro. On va essayer de rester dans ce timing qui est contraint parce que j'ai tendance, et Frédéric, je compte sur toi pour pouvoir me faire respecter aussi le temps parce que j'avoue que c'est un sujet, bien sûr, qui me passionne, qui a énormément de sens. Donc, oui, je vais essayer. Je te le rappellerai si nécessaire. Ouais. Merci beaucoup. Donc, on va déjà effectivement commencer là-dessus par une petite définition. L'objectif, c'est quand même qu'on parle de la même chose. Il y a plusieurs thématiques, il y a plusieurs éléments en termes de définition d'achat responsable. Moi, j'ai choisi de reprendre effectivement celui de l'ADEME. L'ADEME, qu'est-ce qui nous intéresse là-dessus? C'est qu'il y a aussi effectivement cette approche très axée sur l'environnement qui est aussi aujourd'hui l'un des enjeux majeurs
Et donc, l'ADEME définit comment ce qu'est l'achat responsable. Elle définit comme le fait d'intégrer des dispositions, en faveur de la protection ou de la mise en valeur de l'environnement. Donc là-dessus, on va bien sûr parler autant des émissions de gaz à effet de serre que de la gestion des déchets, que de la biodiversité, de toutes les thématiques qu'on peut rapprocher ou attacher finalement à cette notion de l'environnement. Le deuxième élément, c'est des dispositions en faveur de la partie du progrès social. Et là-dedans, il est bien évident qu'on parle de clauses sociales, qu'on connaît bien, mais aussi de dispositions, puisque aujourd'hui, le monde de l'entreprise et des fournisseurs évolue énormément. On entend parler beaucoup de démarches de responsabilité sociétale avec des entreprises qui s'engagent aussi dans d'autres thématiques en termes de formation, de non-discrimination, de respect aussi de l'égalité homme-femme. Donc, on a énormément de choses en termes de distinction aussi qui s'intègrent dans cette notion de progrès social. Et puis, dernier élément, qui est un élément fondamental, qui est de favoriser effectivement le développement économique. Aujourd'hui, la plupart des collectivités, la plupart des spazeurs qu'on a vus maintenant depuis plusieurs années, depuis 2015, se diffuser, intègrent cette notion aussi de favoriser le développement local, avec toute la problématique, bien entendu, du code de la commande publique, mais en tout cas, cette vraie volonté de la part de la plupart des élus de faire retomber finalement le développement économique au plus proche des entreprises du territoire, de leur territoire. Donc, bien trois phases, on retrouve cette notion de responsabilité sociétale, environnementale, sociale et économique, bien entendu. Deuxième élément que nous donne l'ADEME, c'est prendre en compte l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes qui est concerné par l'achat. Et là, on a une thématique qui est très large, qui est de voir toutes les parties prenantes qui sont impactées. Alors, ça peut être tout simplement déjà les équipes qui vont être en contact direct avec le produit ou le service qui va être utilisé, mais aussi dans la collectivité, les élus, les utilisateurs. Donc, on a une grande diversité effectivement de parties prenantes. Et la démarche d'achat responsable, c'est aussi d'intégrer cette partie d'intégration des attentes des parties prenantes sur le territoire. Trois éléments forts là-dedans, dans cette définition de l'achat responsable, c'est de permettre de réaliser des économies intelligentes. C'est une notion qui est fondamentale pour moi aussi à expliquer. C'est que quand on parle d'achat responsable, on ne parle pas forcément de ça coûte plus cher. C'est une notion qui est souvent comprise. On fait des efforts sur l'environnement, donc ça va coûter plus cher finalement à notre organisation. Ce n'est pas forcément le cas. Bien au contraire, on va le voir, notamment derrière, vous avez eu un petit mot qui s'éclaire, cette notion de sobriété qu'on a connue avec l'augmentation de coûts des énergies, par exemple. On parle beaucoup de la gestion de l'eau à l'heure actuelle, avec les crises qu'on commence à connaître et qui vont continuer finalement à se propager. Donc, on a là-dedans, dans cette notion d'achat responsable, une notion de réaliser des économies intelligentes, et ça passe donc par une définition du besoin, une compréhension du besoin. Le besoin, là-dedans, on le décrit de manière fonctionnelle, et on va intégrer ces notions, bien sûr, de sobriété sur les ressources ou l'énergie, se poser les bonnes questions, est-ce que j'ai réellement besoin de ça et comment ça fonctionne. Quatrième notion que nous donne cette définition de l'ADEME, c'est d'intégrer toutes les étapes du marché, de la vie du produit ou de la prestation. Donc là, on intègre cette notion de cycle de vie. On regarde finalement comment est construit et fabriqué et fourni le produit ou le service jusqu'à sa fin de vie. Alors fin de vie qui peut être du recyclage, qui peut être de la destruction, de la mise en déchet, donc qui peut être excessivement varié. Et ça, on le voit apparaître dans tous les domaines, même dans le service, la communication, par exemple, la réutilisation d'une communication existante pour éviter la refabrication, potentiellement des consommations d'énergie, ou en tout cas ne serait-ce que le fait de retravailler sur une thématique. Donc cette notion de cycle de vie vient fortement de cette définition des achats responsables. On retrouve les trois dispositions principales: l'environnement, le progrès social, l'économie, la prise en compte des parties prenantes, la définition du besoin de manière fonctionnelle, et puis bien sûr cette notion de sobriété à travers le cycle de vie. Là-dedans, en fait, finalement, dans l'achat, c'est pas une nouveauté. L'achat, il a toujours été là pour gérer un risque.
que ce soit un risque d'approvisionnement, tout simplement d'avoir le bon produit, bon service au bon moment, au bon coût, bien entendu, hein, puisque dans toutes les organisations, finalement, cette notion de coût reste fondamentale. Et ben, on a un nouveau risque qui vient effectivement s'intégrer. Ce sont ces risques environnementaux, sociaux, et puis de vérifier finalement où se retrouve cette partie économique. Donc, on est dans cette notion de maîtrise de sa chaîne d'approvisionnement à travers la gestion de nouveaux risques. Mais ça permet du coup de se poser plein de questions quand on commence à se poser la question de qu'est-ce que va devenir le produit que j'ai acheté, quels sont les impacts qu'ils ont. On a du coup des opportunités de créer de la valeur, de créer des choses qui soient complètement différentes. On va pouvoir travailler notamment potentiellement sur l'innovation par exemple. Et là, on a plein de choses qui peuvent finalement transformer l'achat en quelque chose qui va vraiment avoir un impact significatif finalement sur l'ensemble de la collectivité. Donc, définition de l'ADEME qui me semblait importante en introduction à reprendre pour qu'on soit tous sur le même niveau en tout cas de compréhension de cette thématique. Alors, quand on parle d'achat responsable, on l'a vu, on a plein d'éléments. Il va falloir commencer. La première chose, c'est de définir un peu ses ambitions. J'avais envie de poser cette première question, qui est une question assez simple. Je l'ai pris sur cet exemple des roses. Quand on confronte à l'achat responsable, on entend parler depuis maintenant plusieurs années, par exemple, de est-ce que je dois rouler en électrique, est-ce que je dois rouler en hybride, quel est l'impact de la batterie fondamentalement sur l'écologie. Tout le monde nous dit que sur le véhicule électrique, qu'est-ce qu'on va faire des batteries dans le futur. Et on se rend bien compte que quand on commence à tirer sur cette dimension d'achat responsable, on commence à se poser plein de questions finalement. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce qu'on n'empire pas les choses? Donc, petite question, tout simplement, on pourrait jouer. Alors, je n'aurai pas le temps de laisser tout le monde s'exprimer sur cette question-là, mais la question, c'est simple. C'est d'un point de vue environnemental, quand on achète une rose, est-ce qu'il vaut mieux acheter une rose qui est produite aux Pays-Bas finalement et achetée et acheminée en camion, ou est-ce qu'il vaut mieux acheter une rose produite au Kenya et acheminée en avion, hein, donc Alors, camion. je peux jouer, moi, Benjamin, si tu veux. Bien sûr, avec plaisir. Moi, Qu'est-ce que ça donne? j'aurais une tendance naturelle à dire aux Pays-Bas. Est-ce que c'est la bonne réponse? Alors, c'est bien sûr pas aussi simple parce que ça aurait été trop facile et on voit bien derrière qu'il y a une vraie problématique. En fait, là-dedans, on va regarder déjà la phase de production. La phase de production aux Pays-Bas, même si dans la question, on voit bien qu'il y a la phase de transport qui est inclus et qui nous amène à nous positionner sur ça, à occulter potentiellement cette phase-là. En fait, aux Pays-Bas, comment elles sont produites ces roses? Elles sont produites sous serre. Donc, on est produit sous serre et ces serres, elles sont chauffées parce qu'on se rend bien compte, par contre, sans avoir forcément voyagé dans les deux pays, que le climat, finalement, au Kenya n'est pas vraiment le même qu'aux Pays-Bas, très clairement. Donc, là-dessus, ça veut dire que pour produire de la rose aux Pays-Bas, on a besoin de chauffer des serres et ces serres, on les chauffe à quoi? On les chauffe au gaz. Et là, on est très clairement dans une consommation d'énergie beaucoup plus importante, finalement, qu'au Kenya. Et derrière, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, quand on regarde le bilan carbone de l'ensemble de la production, eh ben, la fabrication elle-même de la rose émet plus de CO2 finalement que l'avion dans le transport. Donc au final, on se retrouve exactement sur le même bilan carbone à quelques grammes près. C'est une étude qui a été réalisée il y a quelques années maintenant. On est quasiment à quelques grammes près sur la même consommation de CO2, donc de gaz d'émissions à effet de serre. Alors, c'est pas si simple que ça, parce qu'on est bien d'accord que pour faire pousser aussi des roses, une fois qu'on a résolu cette problématique de consommation d'énergie et de transport, on a besoin d'eau. Et on peut se poser directement la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas des problématiques d'eau beaucoup plus fortes finalement au Kenya qu'aux Pays-Bas? Et là, on a une nouvelle donnée qui rentre. On a vu la partie effectivement CO2, on a la partie consommation d'eau. Et derrière, la fabrication de la rose aux Pays-Bas est beaucoup moins importante, 3 fois moins de consommation d'eau finalement que la rose kenyane. Puis derrière, on va bien sûr se poser toutes les questions sociales de comment est généré le travail là-bas. Et on va rentrer finalement dans toutes les thématiques et toute la complexité finalement de l'achat responsable. C'est-à-dire que si on regarde d'un spectre, si je regarde que l'impact environnemental, il y a des très gros progrès qui sont faits effectivement au Kenya. Finalement, le bilan est mitigé. Mais derrière, bien sûr, la question c'est
au-delà de ça, si je reviens sur le besoin, c'est ce qu'on a vraiment besoin de fleurs coupées systématiquement à la même période, ou est-ce qu'on n'a pas d'autres solutions finalement pour prouver son amour à son conjoint ou sa conjointe lors de la Saint-Valentin, puisqu'on sait que c'est l'un des grands phares, on va dire, de l'année, en tout cas pour les roses. Donc, ce petit exemple-là, il montre un peu la complexité du sujet et on se rend bien compte que tout dépend du périmètre qu'on va traiter. Est-ce qu'on est sur le bilan carbone, le respect de l'environnement, les conditions de travail et quels sont finalement les grands enjeux, quels sont les grands objectifs qu'on va se poser. Et là-dedans, ça va nous obliger d'une certaine manière à devoir faire des choix. Si à un moment donné, l'enjeu principal pour nous, c'est les émissions de gaz à effet de serre, et peut-être que globalement, puisque la rose kenyane émet un petit peu moins, on serait peut-être amené à travailler sur cette thématique. Donc, tout dépend finalement de l'enjeu et de l'enjeu qu'on va partager finalement avec toutes les parties prenantes dont on a parlé précédemment. Finalement, on va choisir ensemble qu'est-ce qu'on va vouloir pousser d'une certaine manière. Donc, définir ses ambitions, pour nous, c'est essentiel et on le voit que cette définition des priorités, elle n'est pas si simple parce qu'elle est partagée. Et là, je vous ai mis bien sûr les objectifs de développement durable qui sont pour moi une base assez intéressante quand on s'intéresse justement à ces grands enjeux. Les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, donc va de l'éradication finalement de la pauvreté en passant de la lutte contre la faim. L'objectif, c'est de voir comment chaque organisation peut travailler sur une de ces thématiques pour pouvoir avoir une démarche finalement qui soit globale. Donc on a ces objectifs de développement durable et puis on a aussi toutes les thématiques à l'intérieur avant d'aller sur de l'achat responsable, les croyances personnelles. Par exemple, on a eu pas mal de débats sur les pneus rechapés, typiquement, sur des lancements de marché sur ces thématiques-là. Est-ce que le pneu rechapé, c'est mieux? Je reprenais cet exemple et je vous laisserai avec ça sur, par exemple, les véhicules électriques. Je crois que le débat, vous pouvez le lancer encore à la pause café tout à l'heure ou à la pause de midi. Tout le monde aura une vision différente parce qu'on aura des croyances ou en tout cas des données, des niveaux d'information qui seront parfois pas les mêmes. On va retrouver cette notion de réglementation, santé financière. Est-ce que j'ai le budget pour le faire? Pas le budget, parce qu'on est confronté aussi parfois à ces thématiques, à l'attente de ses clients en interne, des élus, de la commande finalement qui est passée, du climat social, de la capacité aussi que les fournisseurs ont à pouvoir proposer des solutions. Donc tout ça, vous avez ce petit schéma avec le social, l'environnemental et l'économique. Quand on arrive un peu à mixer et à réunir ça, on arrive à avoir finalement un achat qui soit le plus responsable possible. Mais cette définition des priorités, vous allez le voir par la suite, elle est fondamentale. Une fois qu'on a identifié un peu ces priorités, je vous donnerai des outils, on rentrera dans une phase un peu plus pratique par la suite. Il y a un sujet qui est prioritaire pour moi, c'est que avant de vouloir se lancer effectivement dans cette phase d'achat responsable, il faut acheter, il faut savoir acheter et utiliser les bons outils achats. Il y a une sorte de pyramide de Maslow, on va dire, et là, ajouter juste un critère RSE, on va dire, dans un marché, dans un appel d'offres, c'est pas le seul levier. Il y en a plein d'autres. Et c'est l'utilisation en fait du processus. Alors c'est le processus que je vous présente et que vous trouvez sur votre écran. C'est le processus finalement qu'on retrouve. J'ai pas parlé tout à l'heure de la norme ISO 20400, la norme achat responsable, qui définit les différentes grandes étapes sur lesquelles on peut se référencer, en tout cas se questionner, nous donne effectivement un processus d'achat qui nous permet derrière de trouver les bons leviers, de se poser les bonnes questions. Je prends quelques instants là-dedans parce que pour moi, c'est effectivement essentiel de se dire que chaque phase finalement est importante et chaque phase nous permet d'avoir un achat qui soit beaucoup plus responsable. Le premier point sur lequel je vais m'arrêter, c'est effectivement cette phase d'analyse. Vous le reverrez par la suite quand je vais vous présenter les grandes étapes du déploiement pour nous d'une politique d'achat. On a besoin d'avoir cette première analyse, cette cartographie des achats, cette vision finalement de ce que l'organisation achète réellement. Vous serez étonné, enfin on est étonné systématiquement, c'est une vraie question dans beaucoup d'organisations. Je ne parle pas de la question de la nomenclature de manière générale, mais on a parfois une difficulté à avoir une vraie vision globale de ce qu'on achète et de l'avoir effectivement cartographié. D'identifier là-dedans dans cette analyse l'évolution des besoins. On voit, des marchés futurs peuvent être menés avec une vision complètement différente et on a besoin là-dessus de décrire finalement le besoin de la manière la plus
fonctionnel possible. On décrit aujourd'hui le besoin par rapport à la fonction. Qu'est-ce que va nous permettre de remplir le service ou le produit, à quoi il va nous aider. Je prends l'exemple de l'achat, par exemple, d'une climatisation. On n'achète pas une climatisation en réalité. La fonction d'une climatisation, c'est quoi? C'est d'avoir un air, une température idéale dans une pièce. Et pour pouvoir remplir cette fonction-là, on peut bien sûr changer l'isolation, retravailler sur la ventilation de l'air, la ventilation mécanique, travailler sur effectivement une climatisation. Une pompe à chaleur, on voit qu'on a plein de façons de réussir à remplir la fonction finalement qu'on a choisi d'avoir. Donc, définition, évaluation du besoin. Élément essentiel, la partie sourcing, excusez-moi pour l'anglicisme, mais c'est le marché fournisseur. C'est là-dedans cette connaissance du marché, quels sont les fournisseurs qui sont existants, et puis aussi mesurer globalement leur capacité à pouvoir remplir ou en tout cas à nous permettre de trouver les solutions qui nous semblent les plus intéressantes. Avant de se lancer dans un appel d'offres ou une consultation, aujourd'hui, la phase de sourcing, si on veut progresser, est essentielle. Surtout derrière, si on veut lancer des messages, finalement, par exemple, aux acheteurs locaux, aux fournisseurs locaux, leur expliquer un peu quelle est la dynamique finalement de l'organisation pour être sûr qu'au moment de la consultation de l'appel d'offres, déjà y répondre concrètement, et puis de l'autre côté, qu'on ait bien évalué tout ce qui était possible à faire sur le marché. Dernier élément de cette analyse, et notamment ça se construit pendant cette phase de sourcing, c'est l'analyse en termes de coût complet. Pareil, le TCO, encore un anglicisme, vous m'en excuserez d'autant plus, mais on est bien sur quels sont les coûts qui vont être engendrés par le service ou pour le produit. L'exemple de la voiture est le plus intéressant aujourd'hui quand on voit l'électrique débarquer sur les organisations. On peut constater une baisse de l'entretien, par exemple, parfois aussi une baisse des assurances, parce qu'on est sur en tout cas des outils, des véhicules qui sont peut-être considérés comme moins accidentogènes. On va retrouver une baisse des consommations d'énergie. Il suffit de voir l'envolée des carburants à l'heure actuelle, même si on a connu, je vous l'accorde, aussi une envolée qui est amenée à se calmer quand même sur l'électricité. Alors à se calmer, attention, bien sûr les besoins augmentent, donc toute proportion gardée, mais on voit effectivement quand on a cette analyse de coût complet qu'on a des choses à faire, et puis un véhicule à la fin de vie, ça se revend, ça repart, enfin il y a plein de choses finalement à analyser, et ça aujourd'hui on peut le faire sur énormément de familles d'achat. Je ne parlerai pas de l'informatique, de ce qu'on est en train d'utiliser. Aujourd'hui, nos outils sont le numérique responsable dont on entend beaucoup parler. On a toute une offre aujourd'hui dans le reconditionné qui nous permettent de réduire effectivement aussi les coûts et de donner une seconde vie effectivement aux différents produits. Donc l'importance de cette analyse est effectivement pour moi fondamentale. Qu'on fasse de l'achat normal ou de l'achat responsable, finalement on a besoin de cette partie-là. Deuxième élément, et je m'arrêterai aussi par la suite sur cette phase, c'est la construction de cette politique et de cette stratégie achat. On a besoin d'une cohérence. À un moment donné, on peut partir chacun dans son coin, mais on risque de se retrouver confronté à un moment donné à des limites. Donc je prendrai un petit peu de temps pour vous parler de cette construction de politique achat en rentrant un petit peu dans le détail, parce que aujourd'hui, on a des vraies questions sur les organisations. Alors, pas forcément d'aller jusqu'à un spazer, mais on voit l'intérêt de pouvoir partager soit effectivement une politique, soit des guides de bonne pratique dans toutes les organisations. C'est des outils qui, de notre expérience, semblent manquer dans beaucoup de structures. Sur cette partie après cahier des charges, j'y passerai un peu moins de temps. On est bien sûr sur la définition du besoin, j'en ai parlé de manière fonctionnelle. L'analyse de la valeur, à quoi sert fondamentalement ce produit et à quoi servent les différents éléments qui sont proposés par les fournisseurs. Je propose une option, ça a un coût, est-ce que j'en ai réellement besoin? L'analyse de la fonction, j'en ai aussi effectivement parlé à travers cet exemple de la climatisation. Le sourcing ou l'évaluation fournisseur, alors à un moment donné, c'est sûr qu'il y a des fournisseurs qu'on semble plus intéressants à consulter, donc peut-être que ceux qui ne correspondent pas du tout, on évitera potentiellement de les solliciter. Ça ne les empêchera pas bien sûr de répondre à la consultation, mais en tout cas, on n'aura pas cette démarche. Et puis la définition effectivement aussi des critères de sélection, des critères de l'offre. J'en parlais tout à l'heure, ça fait partie effectivement des attentes, notamment avec la loi climat et résilience, d'intégrer 100% de critères environnementaux. Je dis justement attention,
rentrons effectivement dans des critères qui nous permettent de remplir la stratégie et la politique de l'organisation, parce que ça permet d'être beaucoup plus cohérent et de donner du sens aussi finalement à ce qu'on fait. Je passe très rapidement sur cette partie processus d'appel d'offres, là qui est généralisé. Honnêtement, ce cadre-là fonctionne autant pour le public que pour le privé, dans la consultation, l'analyse d'offres, la négociation. Je le précise toujours, la phase de négociation est une phase intéressante qui nous permet globalement aussi de pouvoir recadrer l'offre par rapport à ses attentes et de retravailler aussi avec le fournisseur dans le cadre bien sûr du code de la commande publique. Élément fondamental par la suite de l'achat responsable, c'est le déploiement et le pilotage. Le déploiement, conduite du changement, parce qu'un changement de fournisseur est d'habitude et potentiellement problématique. Je parlais l'exemple du pneu rechappé. Beaucoup de directions techniques qu'on a rencontrées avaient des a priori très forts, notamment sur cette thématique-là qui semble pour la plupart peut-être d'entre nous évidente, avec des obligations en plus. Eh bien, on a besoin quand même d'expliquer que c'est parfaitement sécuritaire, que ça ne génère pas de consommation supplémentaire. Donc, on a besoin effectivement là-dedans aussi de prévoir auprès des utilisateurs, de l'acheteur, du client finalement interne, des techniciens, une phase de conduite potentiellement du changement, surtout quand on vient avec des éléments qui sont peut-être parfois un petit peu innovants. On pourrait parler typiquement, par exemple, des Pays de l'Or, la communauté de communes des Pays de l'Or qu'on a accompagné sur une thématique de diminution de la consommation d'eau dans l'entretien de ces bâtiments, avec une suppression, par exemple, des produits chimiques. Il y a besoin de comprendre qu'on peut faire sans et il y a besoin d'accompagner les différents acteurs à la prise en compte de ces nouveaux modèles. Donc, on a une phase de déploiement qui est toujours importante finalement dans cette mise en place potentiellement de nouveaux fournisseurs, voire d'accompagnement ou de formation des équipes à l'utilisation. Donc, on est aussi dans ce cadre-là sur une phase finalement de l'achat qui est à prévoir. Je vais m'arrêter sur ce dernier élément, le pilotage, sur l'évaluation de la performance, l'évaluation du niveau de service, la gestion des litiges et de la médiation, retour d'expérience, et puis surtout sur l'amélioration finalement continue, sur les plans de progrès. Qui sont, je le reprenais sur cet exemple de l'eau ozonée par exemple dans le nettoyage, on n'a pas forcément changé de fournisseur, on a juste retravaillé avec le fournisseur actuel pour pouvoir justement progresser. C'est une phase qui est importante, le plan de progrès, qui est parfois compliqué à voir dans le processus, dans les organisations entre les techniciens, les directions techniques, la commande publique potentiellement, et après le suivi dans la partie opérationnelle. Mais le plan de progrès, c'est ce qui nous permet de partir à la base avec potentiellement on va dire des emballages, par exemple, qui sont fournis par le fournisseur, donc du déchet supplémentaire, et de travailler avec lui pour revoir ce niveau d'emballage, pour réduire ces déchets au quotidien, en faisant des tests, en vérifiant avec lui finalement que ce qu'on met en place a un impact finalement qui est beaucoup plus positif. Donc ce pilotage permet aussi d'apprendre et de formaliser l'expérience de l'achat, permet d'identifier dans de nouvelles consultations, de nouveaux marchés, les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place ou qu'on peut aller chercher. Donc vraiment, effectivement, quand on parle pour moi d'achat, déjà de manière globale, le plan de progrès est un élément essentiel et il trouve tout son sens dans la phase de marché et de commande publique. Quand on vient travailler sur, j'ai une situation de départ sur laquelle au moment de la commande, finalement, je ne pouvais pas faire mieux, mais on prévoit au fur et à mesure de pouvoir effectivement évoluer avec le fournisseur pour atteindre des objectifs qu'on peut fixer annuellement, mensuellement, tout dépend effectivement du marché. Vous retrouvez d'ailleurs là-dessus des guides diffusés sur les plans de progrès, donc auprès de la direction générale des achats. Il y a des choses qui sont déjà existantes qui permettent de pouvoir retravailler et de pouvoir piloter. Donc, le message, déjà dans un premier temps, vraiment, je reviens dessus, c'est de dire, pour pouvoir effectivement acheter responsable, on a besoin concrètement de pouvoir s'outiller sur l'utilisation d'un process d'achat et bien voir que chaque phase finalement est essentielle pour pouvoir répondre à cette définition qu'on a vue précédemment de l'achat responsable qui était fixée par l'ADEME. Voilà pour cette première partie.
Qu'est-ce que ça veut dire là-dessus? Je vous avais dit que globalement, je voulais, pour pouvoir parler de cette phase d'achat, rentrer dans les grandes étapes de déploiement d'une politique d'achat. On a vu certaines, mais on va rentrer dans des choses très concrètes. C'est la méthode qu'on utilise quand on nous demande de travailler sur cette thématique. C'est concrètement ce qu'on propose de mettre en place, qu'elle soit accompagnée d'un AMO ou pas. Globalement, ce que je vous présente là, c'est finalement le résultat de notre expérience au quotidien. Vous pouvez parfaitement le mettre en place seul ou effectivement vous faire accompagner. L'idée là-dedans, c'est que chaque étape finalement a son importance. Vous l'avez vu avant d'arriver à cette politique d'achat, donc le deuxième élément. Je vous ai parlé pour moi d'un élément qui est fondamental, qui est la cartographie des achats, dans lequel on intègre ce qu'on achète finalement quotidiennement et puis ce qu'on va aussi prévoir en termes de besoins futurs. Donc on va intégrer cette vision globale pour avoir une idée des volumes et des enjeux finalement qui sont liés à l'organisation. Benjamin, je me permets d'intervenir avant que tu attaques plus précisément sur les étapes, puisqu'on a une remarque participante qui nous signale qu'en appel d'offres, il n'est pas possible de négocier. Alors, quand Benjamin parle d'appel d'offres dans sa présentation, c'est un appel d'offres au sens large. C'est de la consultation et dans la plupart des consultations, en tout cas quand vous passez en procédure avec négociation, en procédure adaptée, il est bien entendu possible de négocier ou de dialoguer dans le cadre de dialogue compétitif. Quand donc il est évoqué l'appel d'offres, c'est vraiment l'appel d'offres au sens large, donc au sens consultation, et non pas uniquement la procédure d'appel d'offres. Je tenais juste à le préciser. Je mets ma casquette gardien du temps également, Benjamin, parce que le temps passe vite. Hélas, il y a beaucoup de choses à dire. Avant d'attaquer sur la présentation des étapes, il est déjà 11h34, donc je te laisse présenter ces étapes assez rapidement sur un gros quart d'heure. Avant que je conclue avec la partie Marco. Ouais. Je te rends. Ouais, je te remercie. Oui, c'était effectivement important à préciser parce que des fois on utilise globalement des terminologies qui sont plus globales. Vous retrouverez, pour finir sur ces derniers 10 minutes, quart d'heure, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque slide. Vous les retrouverez dans la présentation en lien. Peut-être que je récupérerai quelques éléments, mais globalement, vous retrouverez le détail de chaque étape sur la cartographie jusqu'à effectivement l'édition des tableaux de bord dans le support. Oui, le support de Benjamin est disponible en téléchargement pour les personnes qui ne l'auraient pas encore vu. Tout à fait. Donc voilà, si pour éviter de m'égarer et de passer peut-être du temps sur des sujets que je préfère effectivement peut-être m'arrêter sur ce slide-là. Je verrai comment j'utilise le reste des supports. Les étapes de mise en place de cette politique d'achat responsable, je disais effectivement qu'elles sont essentielles. Cette partie cartographie, j'en parlais. Cette vision globale des dépenses est un élément qui est pour moi fondateur pour pouvoir construire une politique en cohérence finalement avec ce qu'on achète réellement. Et quels que soient les acteurs que nous on rencontre, notre expérience, cette notion de cartographie est vraiment un enjeu majeur et qui est parfois malheureusement pas suffisamment poussé. On a besoin réellement de savoir concrètement ce qu'on achète. Deuxième, et excusez-moi puisque je vois que j'avais repris la mesure des achats de l'organisation et pas de l'entreprise, parce que j'avais fait quelques modifications, celle-là je n'avais pas vu passer. Typiquement là-dessus, sur la mesure des enjeux de l'organisation, on est sur des choses qui sont complètement variables, mais dont on retrouve souvent effectivement un socle commun. On n'a pas les mêmes enjeux qu'on soit effectivement sur un secteur très industrialisé ou sur un secteur, on est proche de Montpellier par exemple aujourd'hui, eh bien effectivement on a une relation plus particulière peut-être avec le milieu marin que dans une autre région où on a une relation plus particulière avec le milieu de la montagne ou un tissu économique qui est complètement différent. Derrière, les enjeux aussi sont souvent portés par les élus. Sont souvent portés par les directions qui souhaitent orienter leurs différents mandats sur une thématique plus forte qu'une autre. Donc cette mesure finalement des enjeux pour nous est fondamentale et on a besoin par une écoute de regarder par chaque point de vue finalement
où se situent les grandes tendances. Je reviens sur mon exemple finalement de la rose. On l'a vu qu'on avait plein d'enjeux différents. À un moment donné, il faut voir finalement où chacun finalement se situe. Troisième étape, là-dessus, c'est aussi l'audit interne de la fonction achat, donc ça soit effectivement de la partie direction technique jusqu'à la partie commande publique. C'est de voir à l'intérieur quels sont les outils qui sont réellement utilisés, quel est le besoin potentiellement en accompagnement, en formation, quel est le processus finalement qui est déployé, pour avoir une idée aussi sur quoi on peut s'appuyer. Vous l'avez vu précédemment, je vous ai présenté un processus achat. Là-dedans, on voit comment effectivement il fonctionne, comment on peut l'améliorer pour être certain que le niveau de maturité de départ nous permet de pouvoir déployer finalement ce processus achat. Une fois qu'on a fait cet audit, on peut se lancer comme je l'ai fait en regardant par exemple cette définition de l'ADEME, c'est de définir ensemble et de former les équipes à ce qu'on entend en termes d'achat responsable. On vient tous à un moment donné d'un milieu différent et on arrive à une fonction sur lesquelles on n'a peut-être pas eu toutes les clés. Donc on a besoin de remettre tout le monde finalement au même niveau, de parler le même langage. Je parlais de fonctionnalité, je parlais de définition du besoin. Excellent exemple, je parlais d'appel d'offres et globalement sur quoi on s'arrête quand on parle d'achat responsable. Donc la formation ou la communication avec l'ensemble des acteurs et notamment soit des directions techniques, soit effectivement de la partie commande publique est un élément essentiel qui nous permet de parler ce même langage et d'être sur le même niveau. Donc quatrième étape pas moins importante, cette partie formation. Une politique achat, donc cinquième étape qui est souvent la plus recherchée, pour nous ça se co-construit. À aujourd'hui, se lancer dans une construction d'une politique achat seule, par exemple uniquement portée par une commande publique, uniquement portée par une direction technique ou par une direction n'est pas cohérente. On a besoin, et une politique achat, ça se co-construit. Ça se construit avec l'ensemble des différents acteurs parce que on a comme ça chacun aussi un bout de la vérité, on a chacun une vision et nous on préconise travailler à travers différents ateliers pour avoir cette vision qui soit globale et à travers cette co-construction, déjà, ça nous permet effectivement de formaliser une politique d'achat responsable, mais ça nous permet de commencer, et vous le retrouvez un petit peu dans ces éléments, c'est le point numéro 7, c'est aussi sur les éditions de guides des bonnes pratiques. C'est-à-dire que quand on est dans cette co-construction, quand on a analysé les process en interne dans l'audit, quand on a fait une cartographie, il y a plein d'éléments qui nous permettent de dire ça c'est super et on voudrait finalement le diffuser dans l'ensemble de l'organisation. Donc, la co-construction de la politique achat à travers des ateliers permet finalement aussi de récupérer différents éléments, de formaliser une politique d'achat qui est un guide vers l'externe, qui est un guide pour communiquer vers tous. Et puis de l'autre côté, le guide des bonnes pratiques, c'est un guide interne qui permet de partager à travers l'ensemble des acteurs les bonnes pratiques que l'on souhaite pousser dans l'organisation. Derrière, une fois qu'on a fait ça, c'est important de pouvoir communiquer. Je parlais en amont justement des différentes parties prenantes. Un achat, on a besoin d'un côté d'un donneur d'ordre et de l'autre côté d'un fournisseur. On a besoin de parler à l'ensemble finalement des acteurs et nous, ce qu'on préconise systématiquement, c'est d'aller sensibiliser sur son territoire auprès de ses fournisseurs, de son panel, de son écosystème, de communiquer sur ces politiques d'achat pour pouvoir dire voilà quelles sont les grandes attentes. Systématiquement, quand on lance ces démarches-là, moi je suis toujours étonné des échanges finalement qui nous permettent d'enrichir finalement le sourcing et de comprendre aussi la potentialité finalement des fournisseurs à pouvoir répondre aux attentes. Dernier élément, pareil, qui revient de cette co-construction, de cette cartographie de la mesure des enjeux, c'est de la construction des tableaux de bord et des suivis. On fait de l'achat, donc on a besoin de vérifier finalement, de mesurer ces indicateurs de performance et on a besoin de construire des tableaux de bord qui nous permettent de suivre
finalement l'évolution de cette politique. Si demain, concrètement, je veux réduire mes émissions de CO2 sur mon territoire, qui est un grand enjeu, et ben, on va voir comment on va le construire. Est-ce que c'est 10% de réduction en moins? Est-ce que 5%? Quel est l'objectif finalement qu'on peut chiffrer? Et comment, à travers mes marchés, dans ma cartographie, quels sont les marchés qui sont les plus émetteurs et comment finalement je peux travailler sur cette réduction-là avec mes fournisseurs, soit à travers les plans de progrès, soit en fixant des critères, tout simplement, dans mes marchés. Donc on a là-dedans, je reviens sur cette cohérence qu'on a besoin d'avoir, et si on veut pouvoir réussir et mettre en place des achats responsables, eh ben, il faut que l'ensemble finalement des acteurs soit sur la même longueur d'onde et recherche finalement à aller dans la même direction. Donc c'est cette raison-là qui m'amène à me focaliser un petit peu sur cette étape de politique d'achat en disant regardons ce qu'on achète et identifions petit à petit les différents éléments qui nous permettent d'avoir quelque chose qui soit complètement cohérent. Voilà pour moi, Frédéric. J'ai peut-être fait un peu plus court que ce que tu m'avais demandé, mais ça laisse globalement peut-être du temps sur des réactions, ou en tout cas pour toi sur la suite. Nous, tu as encore quelques instants, si tu le souhaites, pour peut-être détailler une étape ou deux, sachant que les étapes sont déjà détaillées, et je remercie grandement Benjamin d'avoir fait ce travail-là, grandement détaillé sur les slides qui suivent. Donc, tu as encore quelques minutes si tu souhaites aborder un sujet en particulier. Oui, avant de passer à la partie Marco. Ouais. Alors, hop, je voudrais juste revenir effectivement sur quelques éléments. Je vais revenir sur les ateliers de co-construction qui sont pour moi des étapes qui sont assez essentielles. Les ateliers de co-construction, pour moi, c'est des moments, à un moment donné, où quand on travaille sur cette politique d'achat, on a besoin d'entendre tout ce qui se passe, d'entendre tout ce qu'il y a autour de soi. On a plein de référentiels aujourd'hui qui existent. Quand on parle d'achat responsable, il y a dans le privé énormément d'acteurs puisque la RSE est un sujet qui est très poussé. Quand on est dans une organisation soumise au code de la commande publique, je vous encourage à aller regarder ce qui se passe dans le privé parce qu'on a des indicateurs qu'on peut récupérer. On parle depuis très longtemps, par exemple, de CSRD, qui sont les nouvelles obligations en termes de responsabilité sociétale qui vont être imposées par l'Europe et qu'on va mesurer. Je vous ai parlé de la norme ISO 20400, je vous ai parlé des ODD, du label Relations fournisseurs responsables, qui est un label porté par le ministère de l'économie à travers le médiateur des entreprises, qui a été signé par de nombreux acteurs. Donc le fait à un moment donné de monter effectivement et de travailler sur des ateliers à travers des référentiels permet de définir et de co-construire finalement d'identifier ce qui est important aussi pour chaque organisation et de pouvoir définir les grands axes qui sont essentiels, c'est-à-dire la durée. Quand on construit effectivement une politique d'achat responsable, eh ben, on va fixer la durée qui peut être soit liée à un mandat ou soit effectivement liée à une temporalité spécifique finalement à la collectivité. Aux grands axes stratégiques, vous retrouvez systématiquement soit à travers les 3 grands enjeux que je vous ai présentés tout à l'heure, qui sont environnement, social et puis économique, mais on peut effectivement aussi en avoir d'autres. Les plans d'action qui correspondent finalement à ces grands axes stratégiques, quelles actions, quels chantiers finalement je vais pouvoir effectivement mettre en place, les grands enjeux chiffrés aussi opérationnels qui y sont liés pour pouvoir y mettre effectivement des indicateurs de suivi. Quand on est, je pourrais aborder par exemple les thématiques de chantier de travaux qui sont des enjeux importants à un moment donné dans des budgets de certaines collectivités. C'est des moments finalement où on peut pouvoir mieux travailler ou réduire effectivement ces impacts. Donc on a besoin effectivement d'avoir des objectifs qui soient chiffrés et opérationnels. Si je dirais quelque chose là-dessus, c'est que quand on rentre dans une politique d'achat responsable, ce qui est important, et ça c'est une conviction qu'on a nous, c'est qu'il faut s'engager sur des choses qui soient pragmatiques et réelles. C'est-à-dire que là-dedans, il vaut mieux un petit pas finalement qu'annoncer des grandes choses sans les mesurer. Si à un moment donné, il vaut mieux réduire un nombre de transports ou de navettes ou de réduire une consommation de papier ou une consommation d'énergie. Et ça, on peut effectivement facilement le mesurer. Donc, le fait effectivement d'écrire cette politique à travers des indicateurs qui soient clés, pour moi, est aujourd'hui complètement fondamental. Si après, globalement, vous retrouverez quelques éléments, mais
Derrière, voilà, je retravaillais sur le fait que ces ateliers de construction permettent aussi d'identifier les bonnes pratiques de développement durable. Il y a plein de choses qui sont faites globalement dans toutes les organisations. Il y a tout le temps quelqu'un qui a commencé à travailler sur des thématiques particulières. C'est bien de pouvoir s'appuyer sur des acteurs qui soient peut-être un peu plus en avance finalement que les autres. Voilà, je m'arrêterai juste sur celle-là qui était pour moi un peu essentielle et qui permet de montrer un peu comment on rentre aussi en dynamique dans une organisation sur ces thématiques-là. Les phases après, vous retrouverez la formalisation bien sûr, dont j'ai parlé, les guides des bonnes pratiques à travers potentiellement les achats responsables et puis derrière la sensibilisation des parties prenantes. Pareil, qui est en phase de sourcing pour moi me semble toujours essentiel. Voilà Frédéric. Ok, merci Benjamin pour cette présentation. C'est un sujet vaste, il y a encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. Ce sera peut-être l'objet d'un autre webinaire à l'avenir. Je vais passer plus à la partie maintenant produit parce que comme outil d'aide à la mise en place de cette politique achat, nous avons développé une extension développement durable dans Marco. C'est vraiment un outil qui peut vous permettre de vous aider à mettre en place cette politique et de la structurer. En complément de ce qu'a présenté Benjamin, je vais juste reprendre la main. On bascule sur mon écran. Voilà, c'est plus sous forme de rappel. Peut-être que certaines d'entre vous étaient déjà sur les webinaires précédents consacrés aux achats responsables au développement durable. Donc rapidement, pour revenir sur l'offre Marco développement durable, l'idée c'est d'avoir une extension développement durable dans Marco qui va concerner tous les modules de l'application. Donc ça veut dire une seule licence avec un coût unique et une licence évolutive. Ça veut dire que vous allez bénéficier des évolutions qu'on va amener régulièrement dans cette grosse fonction qui est disponible dans Marco depuis maintenant 1 an. On a une prestation d'accompagnement facultative aussi, donc en appui de la mise en place de cette extension de développement durable dans Marco. Et je rappelle que cette extension est disponible aussi bien en SaaS que pour nos clients qui sont encore en box et qui la retrouveront bien sûr quand ils basculeront sur le SaaS. Au niveau des fonctions disponibles, les grandes fonctionnalités sont les suivantes. Marco développement durable, ça vous permet de rédiger vos clauses sociales et vos clauses environnementales sur tout le module rédaction aujourd'hui qui est concerné par cette extension de développement durable. Également, un écran consacré à la gestion des déchets, détaillé notamment sur les marchés de travaux, conformément à ce que prévoit le CCAG Travaux 2021. Depuis le début de l'année, vous pouvez aussi rédiger votre SPASER, en attendant que l'État, on verra si l'État se rapproche de nous ou pas, mais en attendant que l'État mette en place son modèle de SPASER, c'est prévu pour 2024. Nous avons mis en place un modèle de SPASER dans Marco en début d'année. Ça reste un cadre pour vous permettre, pour vous aider à rédiger votre SPASER. Après, il est complètement personnalisable et modifiable, mais vous avez quand même 5 écrans qui sont à votre disposition pour rédiger votre SPASER, en s'appuyant notamment sur les grands axes. Benjamin en a parlé d'une politique d'achat responsable, donc l'axe économique, l'axe social et l'axe environnemental. Une partie sur l'analyse des offres aussi, dans Marco développement durable. Un écran également qui vous permet de rédiger votre clause de progrès. Ça, c'est plus pour la partie suivi des prestations. Benjamin l'a évoqué également dans sa présentation. C'est quelque chose qui est amené à se développer chez les acheteurs publics, à la mise en place notamment d'un plan de progrès en cours d'exécution pour vraiment être dans une démarche de co-construction et d'échange et d'amélioration continue avec vos fournisseurs. Et puis, à venir dans l'application, le suivi des actions de développement durable, notamment le suivi de la clause d'insertion sociale. Ça, c'est pas plutôt côté donc exécution. Et puis, dans le décisionnel, vous avez d'ores et déjà des tableaux de bord qui sont disponibles pour donc, utiliser des indicateurs développement durable qui s'appuient sur toutes les données développement durable qui sont d'ores et déjà disponibles dans la partie rédaction. Donc, voilà pour les fonctionnalités aujourd'hui
disponible dans l'extension de Marco Développement Durable. À côté de ça, vous pouvez aussi prévoir une formation, un accompagnement sur une journée, avec une demi-journée consacrée au contexte juridique de la commande publique durable, avec un rappel sur les textes importants en la matière, les dispositions des CCAG également. Une demi-journée vraiment métier, et puis une autre demi-journée, elle, consacrée au montage d'une consultation avec utilisation des écrans développement durable dans le module rédaction. Donc voilà pour cette partie accompagnement dans Marco. Rapidement, au niveau de l'application, voilà ce que ça va donner. Donc là, je suis dans Marco. Les consultations qui comportent des dispositions achat responsable ou développement durable sont identifiées avec une petite feuille verte. Qu'on retrouve dans plein d'endroits maintenant. Donc voilà, c'est facile d'identifier une consultation développement durable dans Marco. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est surtout le module rédaction aujourd'hui qui est impacté. Là, j'ai une consultation qui est déjà rédigée avec 5 écrans qu'on retrouve ici, là encore identifiés avec une petite feuille verte. 2 écrans consacrés à la clause d'insertion sociale. On s'appuie là essentiellement sur les dispositions du CCAG, enfin, des CCAG, mais vous pouvez bien sûr faire vos propres dispositions, avec une partie concernant la mise en place de cette clause et ensuite une autre partie concernant le suivi de cette clause et éventuellement les pénalités qui s'appliqueront si votre fournisseur ne joue pas le jeu de la clause d'insertion sociale. Un écran consacré aux clauses environnementales, où là on est allé plus loin, beaucoup plus loin que les CCAG, parce que les CCAG ne prévoient qu'une clause de principe, une clause d'ordre général. Donc nous avons repris toutes les notions métiers qui sont évoquées notamment dans les commentaires de la clause générale du CCAG. Et puis nous avons rédigé nos propres conditions standards, on les a appelées comme ça, pour que vous ne soyez pas un peu court au moment de rédiger les clauses. Après, vous êtes libre aussi de prévoir vos propres conditions. Mais derrière le choix conditions standards à l'écran ici, donc pour chaque notion métier, vous avez une clause qui est très détaillée, qui apparaîtra dans votre cahier des charges et qui surtout est opérationnelle. Le but du jeu, c'est quand même de mettre en place des clauses qui peuvent être utilisées, suivies et pour lesquelles vous pouvez éventuellement pénaliser le prestataire qui ne joue pas le jeu. Donc on a rédigé des clauses opérationnelles pour toutes les notions métiers en matière de clauses environnementales. Et pour terminer sur ces écrans développement durable dans le module rédaction, donc un écran gestion des déchets très détaillé en travaux qui s'appuie notamment sur les dispositions du CCAG travaux, et un dernier écran plan de progrès qui s'appuie lui sur le guide que Benjamin a cité, le guide de la DAE concernant la mise en place des plans de progrès, un guide opérationnel qui est très très bien fait et qui nous était très utile pour construire cet écran et les clauses qui vont avec. Toujours disponible dans le module rédaction. Là, c'était sur la partie consultation. Nous avons donc créé une nouvelle entrée ici, qui est l'entrée Spazer et qui vous permet de rédiger votre Spazer en 5 écrans de saisie. Les écrans sur chaque axe du Spazer sont toujours construits de la même façon, puisque en consultant une bonne vingtaine de Spazers déjà disponibles, nous avons constaté qu'ils étaient à peu près construits de la même façon, structurés de la même façon, avec 4 axes. Et à chaque fois, il y a une partie contexte de l'acheteur, des objectifs qui sont prévus dans le Spazer, des moyens d'action pour répondre à ces objectifs, et puis pour le suivi de ces objectifs, des indicateurs et des objectifs cibles pour que cette politique achat responsable ait du sens et puisse être suivie en termes de résultats, aussi bien pour les aspects sociaux qu'environnementaux ou économiques. Derrière, vous pouvez générer une édition assez simple, toujours avec la mise en forme type Marco, un sommaire. Donc là, avant-propos, préambule, sont encore des conditions standards que nous avons rédigées et qui génèrent ces textes assez conséquents sur lesquels vous avez bien sûr la main, comme d'habitude au niveau des clausiers Marco. Même chose pour le contexte acheteur. Et ensuite, donc, on décline chaque axe avec contexte, objectif, moyen d'action.
et indicateurs et objectifs cibles. L'idée à terme, c'est que ces indicateurs et objectifs cibles puissent être suivis dans l'exécution, dans le suivi des contrats que vous allez passer. Donc voilà rapidement pour cette extension développement durable dans Marco. Évidemment, vous avez aussi beaucoup de clauses disponibles dans les éditions classiques d'une consultation, donc acte d'engagement, règlement de consultation et CCAP. Hein, tous ces documents-là sont impactés par l'extension développement durable. Et je vais revenir sur mon support après cette mini démo, simplement pour vous parler des évolutions produits que nous avons, que nous envisageons. Nous envisageons donc de mettre en place la rédaction du plan de progrès dans le module SAM. La clause de progrès, elle existe déjà dans le module rédaction, mais le plan de progrès, lui, est à venir dans le module SAM. Également, un suivi de l'action d'insertion et de gestion des incidents. Un suivi des indicateurs définis dans le SPASER, c'est déjà en partie disponible dans le module décisionnel. Et puis, nous avons également prévu des évolutions liées à la loi AGEC et notamment à l'article 58 de la loi AGEC pour vous faciliter le recensement et la déclaration de ces achats AGEC, puisque maintenant vous devez recenser ces achats AGEC qui portent sur 17 catégories de produits, de fournitures. Donc chaque année auprès de l'OCP, on verra si ça bouge à ce niveau-là en début d'année prochaine, après la fusion des données du recensement et des données essentielles. Donc voilà en termes d'évolution produit ce que nous avons prévu dans les prochains mois. Pour conclure, donc à venir, nous avons un prochain webinaire qui sera consacré au SPASER le 17 octobre prochain avec le cabinet CSP Conseil. N'hésitez pas à nous faire part aussi de votre expérience avec Marco Développement Durable pour les clients qui en sont déjà équipés, votre expérience en matière d'achat responsable tout simplement aussi pour nous aider à améliorer, à faire évoluer le produit. Vos retours sont très très importants à ce niveau-là. On suit également de très près évidemment les évolutions du contexte réglementaire puisque ça bouge quand même depuis quelques années et puis ça va encore bouger certainement l'année prochaine jusqu'à 2026. Ça c'est certain. Nous on va étoffer notre boîte à outils Marco Développement Durable au cours des prochains mois et même des prochaines années. C'est un sujet qui va prendre de plus en plus d'importance en matière d'achat public. J'en profite aussi pour vous rappeler les prochaines dates de nos rencontres en région. Ça sera l'occasion d'échanger directement avec vous sur ce sujet des achats responsables notamment, donc le fin du mois à Lyon, sur une matinée. Le 10 octobre prochain à Paris, ça sera pour une journée club cette fois-ci, une journée entière consacrée aux échanges avec les clients. Et puis également, fin novembre, une demi-journée, un petit déjeuner qui aura lieu cette fois-ci à Bourges. Je termine pour la partie Marco avec le petit QR code désormais classique qui vous permettent de nous suivre sur les réseaux et également les contacts de votre équipe suivi client, de l'équipe commerciale. Je pense par exemple à la personne qui nous a posé la question de comment s'inscrire à la formation pour Marco Développement Durable. N'hésitez pas à contacter l'équipe commerciale qui se fera évidemment un plaisir de vous répondre sur le sujet. Je reviens aussi sur l'intervention de Benjamin pour vous rappeler que évidemment, le cabinet Améliore Conseil peut vous accompagner sur la mise en place de cette politique d'achat responsable. Vous retrouverez toutes les coordonnées nécessaires du cabinet en page 2 du support de Benjamin, que je remercie chaleureusement pour son intervention de ce matin. Benjamin, si peut-être tu as quelque chose à rajouter.
Non, mais en tout cas, merci beaucoup. J'ai essayé de faire condenser. C'est toujours super complexe. C'est un sujet qui est tellement prenant et tellement large que voilà, j'espère avoir pu répondre en tout cas aux interrogations de chacun sur cette thématique-là. Voilà, et toujours disponible si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Très actif sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas aussi à me poser vos questions. Je sais que Marie, là-dessus, chez Marco est aussi très présente. Donc voilà, Oui, c'est un oui, super support. Ah ouais, donc voilà, avec grand plaisir sur ces thématiques-là. Toujours très preneur de vos retours ou de vos questions sur ces sujets. voilà, en Et tout cas, n'hésitez pas. Ouais. Vas-y, j'ai vas-y. refait une mise à jour parce que j'avais, en fait, pour la petite histoire, ce support-là, je l'ai réutilisé la semaine dernière. Et en fait, à la base, je l'avais conçu pour la grande public. Et donc, au final, je me retrouve avec un mot organisation que j'ai changé. Vous m'en excuserez. Oui, oui, je pense que tu seras facilement excusé. En tout cas, merci en tout cas encore pour ta présentation. Ça permet d'avoir les premiers éléments pour la mise en place de cette politique d'achat responsable. Si vous voulez aller plus loin, donc n'hésitez pas à contacter Benjamin et le cabinet Améliore. Nous pourrons relayer également. N'hésitez pas aussi à utiliser Marco Développement Durable comme outil d'aide à la mise en place de cette politique d'achat responsable. Voilà, ce sera tout pour ce webinaire. C'est vrai que c'est toujours trop court. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y aura certainement d'autres webinaires consacrés à ce sujet-là dans les mois à venir. Benjamin, merci encore pour ton intervention, Merci très beaucoup à toi. éclairante sur ce sujet passionnant. Merci à vous pour votre participation. Je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire Marco. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée à toutes et à tous. Merci.